La porte est restée ouverte. Pas grande ouverte, juste assez pour que je comprenne, comme quand on laisse sortir un chien. Le vent du couloir entrait dans le salon, soulevait légèrement le rideau, faisait claquer le battant contre le mur à intervalles réguliers. Tac, tac, tac. Personne ne prenait la peine de la fermer, parce que ce n'était plus vraiment chez moi. « Bon, tu peux y aller maintenant. » La voix de Laurent était calme, presque polie. C'était le pire. Pas de cris, pas de dispute, juste une décision. Comme si on demandait à quelqu'un de sortir les poubelles. Je suis resté debout au milieu du salon, sans bouger, avec ma vieille veste encore sur les épaules. « Comment à y aller ?» ai-je demandé. Il a soupiré, fatigué, agace, comme si c'était moi qui compliquais tout. « On en a déjà parlé, Michel. Tu ne peux plus rester ici. » Ici. Pas chez toi, pas ta maison. Juste ici. Derrière lui, j'ai vu ma fille, Camille, assise sur le canapé. Mon canapé. Elle regardait ses mains. Elle ne me regardait pas une seule fois. Sur la table basse, il y avait des cartons, mes cartons, mes affaires dedans. Déjà range, déjà trié, comme si j'y étais parti depuis des semaines. Je me suis tourné lentement, la division avait disparu, remplacée par la leur, plus grande. Mon fauteuil, celui où je m'asseyais tous les soirs pour lire, avait été poussé contre le mur, comme un meuble inutile. À sa place, le fauteuil de Laurent, le cuir noir, neuf. Mais l'odeur de la maison avait changé. Ce n'était plus mon café, c'était leur parfum d'intérieur. Quelque chose de froid, chimique. « Tu aurais pu me prévenir », ai-je murmuré. Laurent a haussé les épaules. « On t'a prévenu, plusieurs fois. Tu fais semblant de ne pas comprendre. » Il s'est approché de la porte et l'a ouverte encore plus. Geste clair, termi. « Tu peux rester quelques jours chez un ami, non? Ou à l'Eftel, on verra après. » On verra. Toujours eux qui verraient, qui décideraient, comme si j'étais devenu un meuble encombrant. Je me suis tourné vers Camille. « Tu es d'accord avec ça ?» Ma voix tremblait malgré moi. Elle a levé les yeux une seconde, rouge, fatiguée. Puis elle a regardé ailleurs. « Papa, c'est plus simple comme ça. » Plus simple. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. J'aurais préféré qu'elle me crie dessus, qu'elle m'insulte, n'importe quoi. Mais pas ça, pas cette lèche-tête douce. Laurent a attrapé un carton et me l'a tendu. « Tes papiers. »« Tes vêtements. Le reste, on triera plus tard. »« On triera. » J'ai pris le carton. Il était plus léger que prévu. Toute une vie qui tient dans 10 kilos. Quelques chemises, des photos, des factures, un cadre cassé. C'était donc ça. 40 ans de travail. Une maison payée crédit après crédit. Des dimanches à repeindre les murs. Des i à réparer la toiture. Et maintenant, je tenais ma vie contre ma poitrine comme un colis oubli. « Les clés !» a ajouté Laurent. Je l'ai regardé. « Quoi ?» Les clés de la maison. La maison. Le mot sortait enfin, mais pas pour moi. Je les ai sorties de ma poche. Elles ont tinté dans ma main. Ce bruit, je l'entendais tous les jours depuis 20 ans. C'était le bruit de « chez moi ». Je les ai posées sur la commode. Laurent les a prises immédiatement, comme s'il avait peur que je change d'avis. Camille n'a toujours pas bougé, pas un pas vers moi, pas une étreinte, rien. Alors j'ai compris. Je n'étais pas expulsé d'une maison. J'étais effacé d'une famille. Je suis sorti. Personne ne m'a raccompagné. Personne n'a dit « fais attention ». La porte s'est refermée derrière moi avec un clic sec, simple, définitif. Je suis resté sur le trottoir, le carton dans les bras. Le soleil brillait. Des voisins passaient. Personne ne savait que je venais de perdre ma maison. On aurait dit un jour normal. C'était presque insultant.
Ma voiture était garée plus loin. Une vieille Clio grise, rayée sur le keft. Je l'ai ouverte. J'ai posé le carton sur le siège passager. Puis je me suis assis au volant. Mes mains tremblaient tellement que je n'arrivais pas à mettre la clé. J'ai essayé 2 fois, 3 fois. Au 3e essai, le moteur a démarré. Je ne savais pas où aller. Pas d'amis proches, pas de plan, rien. Juste cette phrase qui tournait dans ma tête. « Tu ne peux plus rester ici. » Comme si j'étais dangereux, comme si j'étais de trop. Je me suis garé sur le premier parking venu, un supermarché. Je suis resté là, moteur coupi, à regarder les gens charger leurs courses dans leurs coffres. Des familles, des enfants, des vies ordinaires. Et moi, au milieu d'eux, avec mon carton ridicule. J'ai posé le front contre le volant. J'ai fermé les yeux. Ce n'était pas la colère qui venait. C'était pire, le vide. Comme si quelqu'un avait appuyé sur « supprimer ». Plus de maison, plus de place, plus de rèfle. Juste en trop. Après un long moment, j'ai soufflé. Une pensée étrange m'a traversé. Si je disparais aujourd'hui, combien de temps mettrait-il à s'en rendre compte? Je n'aimais pas cette pensée. Alors j'ai redémarré, et j'ai roulé. Sans savoir que ce jour-là, en croyant m'avoir chassé pour toujours, ils venaient de commettre la plus grosse erreur de leur vie. Je n'ai pas roulé longtemps, juste assez pour m'éloigner du quartier, assez pour ne plus reconnaître les rues. La ville devenait floue derrière le pare-brise, comme si quelqu'un effaçait lentement ma vie avec une gomme. Je suivais les panneaux sans réfléchir. Centre-ville, gare, zone industrielle, peu importe. À un feu rouge, j'ai réalisé que je n'avais aucune idée d'où dormir. Cette pensée m'a frappé plus fort que tout le reste. Pas la maison, pas les clés, pas même Camille. Non, le simple fait de ne pas avoir d'endroit où poser ma tête le soir. À 68 ans, j'ai ri nerveusement. Un rire court, sec. « Bravo, Michel », murmurai-je. « Toute une vie à protéger les autres, et incapable de me protéger moi-même. » J'ai fini par m'arrêter devant un petit hôtel coincé entre un bar-tabac et une laverie automatique. Enseigne « Hôtel du Midi, chambre à la nuitée ». Les lettres rouges clignotaient même en plein jour. Ça sentait la javel et la cigarette froide. Parfait. À l'intérieur, une femme derrière le comptoir leva à peine les yeux. « Une chambre ?»« Oui, pour quelques jours. » Elle demanda une pièce d'identité, prit l'argent en liquide, me tendit une clé attachée à un énorme porte-clés en plastique jaune. Numéro 12. Sans sourire, sans question. Comme si j'y étais le 1000e homme à débarquer avec une valise et une mauvaise histoire. La chambre y était au 2e étage. Escalier étroit, moquette tachée, odeur de renfermé. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai d'abord cru m'être trompé. Ce n'était pas une chambre, c'était une botte. Un lit simple, une table bancale, une petite fenêtre donnant sur un mur gris. Pas de photos, pas de bruit de jardin, pas d'horloge, juste le silence. Un silence sale. J'ai posé le carton sur le lit. Le matelas a grincé, je me suis assis. Et là, pour la première fois depuis le trottoir, j'ai senti le poids de tous à m'écraser. Mes épaules se sont affaissées toutes seules, comme si quelqu'un venait de couper les fils qui me tenaient debout. Alors voilà, c'est ça maintenant, ai-je soufflé. Ma vie tenait dans 10 mètres carrés. J'ai sorti mes affaires une par une. 2 chemises, une veste, un vieux pull, la photo de Camille petite sur mes épaules à la mer. Je me suis arrêté dessus. Elle riait. Elle me tenait le visage avec ses mains pleines de sable. « Papa, plus haut !» J'ai fermé les yeux. Comment on passe de ça à une porte ouverte pour vous faire sortir? J'ai posé la photo face contre la table. Je ne voulais plus voir, pas aujourd'hui. La nuit est tombée trop vite. À travers le mur, j'entendais la télévision du voisin. Quelqu'un toussait, des pas dans le couloir, une chasse d'eau. Chaque bruit semblait plus fort que d'habitude. Je n'avais jamais dormi ailleurs que chez moi depuis 20 ans.
Même les draps me semblaient étrangers, rugueux, froids. Je me suis tourné plusieurs fois, impossible de trouver le sommeil. Mon esprit repassait la scène en boucle. Laurent, la porte, les clés, Camille qui ne me regarde pas. Toujours la même image, comme un film qu'on ne peut pas arrêter. Vers 2 heures du matin, j'ai abandonné. Je me suis assis sur le bord du lit, dans le noir. Et pour la première fois, une pensée laide m'a traversé. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je suis devenu inutile. Un poids. Un vieux meuble qu'on pousse dans un coin. J'ai serré les poings. Non. Cette pensée ne venait pas de moi. Elle venait d'eux. Ils me l'avaient mise dans la tête, petit à petit, comme un poison lent. Tu devrais te reposer. Laisse-nous gérer. C'est plus simple comme ça. Plus simple pour qui? Certainement pas pour moi. Je me suis levé. Je suis allé jusqu'à la fenêtre. J'ai ouvert le battant. L'air froid est entré d'un coup, brutal, vivifiant. En bas, la rue était presque vide. Un lampadaire clignotait, un chat traversa lentement. Et soudain, quelque chose d'étrange s'est produit. Je ne me suis plus senti triste, pas vraiment, juste vide, comme si on m'avait tout pris. Et quand on n'a plus rien, on n'a plus rien à perdre. La phrase m'a frappé, je l'ai ripie à voix haute. Plus rien à perdre. Ça sonnait presque comme une promesse. Il pensait m'avoir écras, mais en réalité, il venait peut-être de me libérer. Parce qu'un homme qui n'a plus rien à perdre peut devenir très dangereux. Je suis resté longtemps à regarder la rue, à réfléchir, à recomposer l'épice, la maison, les papiers, les souvenirs. Une question s'est imposée, simple, presque stupide. La maison est encore à mon nom. Ils m'ont mis dehors, mais juridiquement, rien n'a changé. Cette idée m'a traversé comme une décharge électrique. Je me suis redressé, le cœur battant. Laurent parlait toujours de « sa maison », de « chez lui », comme si c'était déjà fait, mais il n'avait jamais rien signé, rien. Tout était encore à moi. Je me suis mis à respirer plus vite. Pas de peur, d'autre chose. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De la colère, claire, froide, stable. Pas la colère qui crie, la colère qui réfléchit. Et pour la première fois depuis le trottoir, je n'étais plus une victime. J'étais un homme qu'on venait de pousser trop loin. Et ça, c'était une très mauvaise idée. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube. Sans réveil, sans bruit. Mon corps refusait simplement de dormir davantage. La lumière grise passait à travers le rideau jauni, dessinant un rectangle poêle sur le mur. Pendant quelques secondes, je ne savais plus où j'étais. Puis l'odeur m'est revenue. Humidity. Lessive bas de gamme. Tabac froid. Pas ma maison. Pas ma chambre. La réalité m'est tombée dessus d'un coup. Hôtel du Midi. Chambre 12. Expulsé. J'ai fixé le plafond longtemps. Il était durci pendant la nuit. Comme si une couche de peau plus épaisse avait poussé. Je me suis levé, me suis lavé le visage à l'eau glace du petit lavabo, puis j'ai mis ma chemise propre. Par réflexe, j'ai vérifié mon portefeuille. Carte d'identité, carte bancaire, quelques billets. C'était tout mon capital. Ça aurait dû me faire peur. Au lieu de ça, je ressentais surtout une concentration étrange, comme avant un examen ou une bataille. Je suis descendu prendre un café au bar tabac d'à côté. Le genre d'endroit où personne ne pose de questions. Parfait. Quelques ouvriers parlaient fort près du comptoir. Une vieille radio crachait les infos du matin. Je me suis assis au fond. Café noir, amer, brillant. Je regardais la porte s'ouvrir et se fermer. Les gens entraient, sortaient. Ils avaient tous quelque part où aller. Moi aussi maintenant. Pas un endroit, une idée. La maison est encore à mon nom.
Cette phrase tournait en boucle. Si c'était vrai, alors Laurent ne m'avait pas chassé. Il s'était installé chez moi, sans droit, sans papier, comme un squatteur bien habillé. Plus j'y pensais, plus quelque chose me semblait grotesque. J'avais accepté, sans vérifier, sans me battre, comme si leurs paroles suffisaient à m'effacer. Quelle stupidité! J'ai serré la tasse. « Michel, t'es vraiment trop gentil, » ai-je murmuré. « Trop gentil toute ma vie, toujours à arranger les autres, à éviter les conflits, à dire « ce n'est pas grave ». Et voilà où ça m'avait mené, à dormir dans un trou qui sentait la javel. Mon téléphone vibra soudain sur la table. Un message. Numéro inconnu. Mon cœur fit un bond. Je l'ouvris. « Papy, c'est Lia. Tu peux me rappeler? C'est important. » Lia, ma petite fille. La seule qui m'appelait encore papy, sans gêne. La seule qui me serrait encore dans ses bras sans regarder autour d'elle. J'ai senti quelque chose de chaud traverser ma poitrine. Au moins, je n'étais pas totalement effacé. Je l'ai appelée aussitôt. Elle a décroché à la première sonnerie. « Papy ?» Sa voix tremblait. « Oui, ma puce. Ça va ?» Silence. Puis très bas. « Maman m'a dit que tu étais parti. C'est vrai ?» Je regardais la mousse noire de mon café. Disons qu'on m'a aidé à partir. Elle renifla, comme si elle pleurait depuis un moment. « C'est pas normal. Ce qu'ils ont fait, c'est pas normal. » Ces mots simples me frappirent plus fort que tout le reste. Pas normal, pas compliqué, pas nécessaire, pas raisonnable, non, pas normal. « Tu es où ?» demanda-t-elle. « En ville, pourquoi ? On peut se voir ? Mais pas à la maison. » Le ton changea, plus discret, presque conspirateur. « Pourquoi pas à la maison ?» Un long silence. Puis, « Parce que Laurent ne veut plus que je te parle. » Mon sang se glaça. « Comment ça ? » Il a dit que tu manipules la famille, que tu vas nous soutirer de l'argent, que tu deviens bizarre. Je restai fige. Manipuler ? Moi ? J'ai presque ri, s'il savait. Et toi, tu penses que je manipule les gens ? Demandai-je doucement. Bien sûr que non, papy. Sa réponse fut immédiate, sans hésitation, pure. Et cette petite phrase, dite avec la certitude d'une enfant, me rendit plus fort que tous les discours d'adultes. « On peut se voir au café près du lycée, à midi ?» chuchota-t-elle. « D'accord. J'ai des choses à te dire. » La façon dont elle prononça ça me donna un frisson. Des choses à te dire. Pas juste me voir, me dire. Je raccrochais. Mon café était froid. Mais à l'intérieur, quelque chose venait de se rallumer. Une petite flamme. Pas encore l'espoir, mais une direction. Si Laurent interdisait à Lia de me parler, c'est qu'il avait peur de quelque chose. Et un homme qui a peur fait des erreurs. J'ai payé. Je suis sorti. Le soleil du matin éclairait les vitrines. La ville paraissait différente, moins hostile, comme si elle me laissait une seconde chance. Je marchais plus droit, plus vite. Chaque pas martelait la même pensée. Il croit que je suis fini. Il croit que je vais disparaître. Il se trompe. À midi, j'étais déjà assis à la terrasse du petit café. 2 expressos devant moi. Un pour moi, un pour elle. J'avais les mains croisées sur la table, calme. Mais à l'intérieur, tout bouillait. Parce que je le sentais. Quelque chose venait, quelque chose qui allait tout changer. Et cette fois, je ne serais pas celui qu'on met dehors. La terrasse du café donnait sur une petite place plantée de 2 platanes maigres. Des lycéens passaient en riant, sac sur le dos, écouteurs dans les oreilles. La vie normale, bruyante, légère, presque insolente. Je regardais ma montre toutes les 30 secondes. 12h03, 12h06, 12h10. Je ne savais pas pourquoi j'étais si nerveux.
Peut-être parce que Lia était la dernière personne au monde qui me regardait encore comme avant. Pas comme un problème, pas comme un fardeau, juste comme son grand-père. Puis je l'ai vue. Elle traversait la place en courant presque, cheveux attachés à la va-vite, sac trop lourd, sweat gris. Quand elle m'a aperçu, elle a ralenti, et ce simple détail m'a brisé le cœur. Avant, elle se jetait dans mes bras. Cette fois, elle a hésité, comme si quelqu'un pouvait la voir, comme si me saluer était devenu interdit. Je me suis levé quand même. « Ah, ma puce !» Elle a fini par s'approcher. Elle m'a serré fort, très fort, plus fort que d'habitude, comme si j'allais disparaître. « Tu me manques, papy !» murmura-t-elle. Ma gorge se serra. « Toi aussi. » On s'est assis. Elle regardait autour d'elle sans arrêt, par réflexe, surveillance. À 16 ans, à cause de sa propre famille. Ça m'a mis en colère. Une colère froide, silencieuse. « Raconte-moi, » dis-je doucement. Elle jouait avec sa cuillère. Plus les mots sont sortis d'un coup. « Depuis que t'es parti, c'est bizarre à la maison. » « Bizarre comment ?»« Laurent, il agit comme si tout lui appartenait. Il a déjà changé la serrure du garage. Il parle de rénover. Il dit qu'il va vendre des meubles. » Je fronçais les sourcils. « Vendre mes meubles ?» Il dit que ça sert à rien de garder les vieilleries. Vieilleries? J'ai senti mes mâchoires se serrer. Ma bibliothèque, le buffet que j'avais construit moi-même, la table où Camille faisait ses devoirs. Des vieilleries. Lia baissa la voix. « Et il parle beaucoup d'argent. »« Quel argent ?»« Le tien. » Je restais immobile. « Il croit que tu as des économies cash. Laurent dit que t'as forcément mis de côté quelque part. Il fouille les papiers. » Un rire court m'échappa, pas joyeux, ironique. Donc voilà. Il m'avait mis dehors, et il cherchait encore à presser ce qu'il restait, comme un citron. « Et Tamir ?» demandai-je. Elle haussa l'épaule. Elle dit rien, elle laisse faire. Elle dit que c'est compliqué. Toujours ce mot, compliqué, comme si l'injustice était une équation de maths. Il a dit, continua Lia hésitante, que s'il fallait, il demanderait qu'on te mette sous protection pour gérer tes affaires à ta place. Je me figeais. Sous protection, tutelle, curatelle, les mêmes mots que la veille. Donc, il préparait vraiment ça. Pas une menace en l'air, un plan. Je sentis une chaleur monter dans ma poitrine. Pas de peur, plus maintenant. De la lucidité. Il ne voulait pas me protéger. Il voulait contrôler. Mes affaires, ma maison, mes comptes, tout. Là se pencha encore plus. « Mais il y a un truc qu'ils ont oublié. » Je relevai les yeux. « Quoi ?» Elle sortit son téléphone, ouvrit des photos. « J'ai pris à quand Laurent fouillait dans les papiers. J'ai vu le dossier. » Elle me montre à l'écran. Une photo floue, mais je reconnus immédiatement le document. L'acte de propriété. Mon nom en gros. Michel Renaud, propriétaire unique. Aucune modification, aucune signature récente. Rien. Toujours moi. Toujours légalement chez moi. Mon suraccélérera. « Tu es sûr que c'est récent ?»« Oui, il l'a sorti du classeur hier. » Je restai figé quelques secondes. Puis quelque chose se mit en place dans ma tête, calmement, méthodiquement, comme des pièces d'échecs. Ils croient que la maison est déjà à eux, mais juridiquement, ils vivent chez moi, sans droit, sans bail, sans rien. Ce ne sont pas des propriétaires, ce sont des occupants, presque des squatteurs. L'ironie était magnifique. Je sentis un sourire apparaître malgré moi. Lia me regarda. « Pourquoi tu souris ?» Je pris une gorge de café, lentement. « Parce que ton beau puir vient de faire la pire erreur de sa vie. » Elle cligna des yeux. « Quoi ?» Je la regardais droit dans les yeux. Et pour la première fois depuis 2 jours, ma voix était parfaitement stable. « La maison est toujours à moi. » Silence.
Donc, ils peuvent pas te virer? Non. Alors pourquoi t'es parti? Je réfléchis une seconde, puis je haussai les épaules. Parce que parfois, il faut reculer pour mieux frapper. Elle me fixa, surprise, puis un petit sourire naquit au coin de ses lèvres. T'as un plan? Je ne répondis pas tout de suite, mais dans ma tête, les choses s'alignaient déjà. Notaire, agence immobilière, vente rapide, légale, irrévocable. S'ils voulaient ma maison, alors ils allaient la perdre, pour de vrai. Je posai la main sur la sienne. Dis-moi juste une chose. Oui? Tu es de mon côté? Elle serra mes doigts, fort, toujours. Et à cet instant, je ne me sentais plus seul. Plus du tout, parce qu'ils étaient 3 contre moi. Mais moi, j'avais quelque chose qu'ils n'auraient jamais. La légitimité et la patience. Et quand on possède les deux, on gagne toujours. Je sortis mon téléphone, cherchai un numéro que je n'avais pas composé depuis des années, celui du vieux notaire de la famille, Maître Delmas. Si quelqu'un pouvait transformer cette injustice en arme légale, c'était lui. Je regardai l'IA, puis l'écran, puis je souris légèrement. Maintenant, on va parler de papier. Je me suis levé du café avec une sensation étrange dans la poitrine. Pas de la joie, pas encore, mais quelque chose de solide. Comme une colonne vertébrale qu'on redécouvre après avoir marché courbier trop longtemps. L'IA marchait accétrée de moi, plus calme maintenant, presque fière, comme si elle participait à un secret. « Tu vas faire quoi, papy ?» demanda-t-elle. Je regardais la rue, les voitures, les vitrines. Le monde continuait comme si rien ne s'était passé. C'était presque comique. D'abord, vérifier chaque détail. Ensuite, agir. Agir comment? Je lui fis un petit clin d'œil. « Tu verras. » Elle sourit. Puis son bus arriva. Avant de monter, elle me serra encore une fois. « Fais attention à toi. » Toujours. Quand elle disparut derrière la vitre, je restai quelques secondes immobile. Je venais de comprendre quelque chose d'important. Il m'avait retiré une maison, mais il n'avait pas réussi à me retirer le respect de quelqu'un. Et parfois, ça suffit pour tenir debout. Je sortis mon téléphone, composai. 3 sonneries. Cabinet Delmas? Maître Delmas, bonjour. Michel Renaud à l'appareil. Un silence. Puis, Michel, ça fait longtemps. Comment allez-vous? Je regardais le ciel. Disons que j'ai besoin de vos lumières. C'est urgent. Le cabinet n'avait pas changé. Même odeur de bois ciré, même horloge trop grande, même silence épais. Les endroits comme ça semblent hors du temps, parfaits pour régler des comptes avec le passe. Maître Delmas leva les yeux quand j'entrai, cheveux plus blancs, mais le regard toujours aussi vif. « Michel, vous avez mauvaise mine. » Je souris faiblement. On m'a récemment appris que je n'avais plus de maison. Il fronça les sourcils. « Comment ça? » Je m'assis, et je racontai tout. Laurent, la porte ouverte, les cartons, les clés. Sans drame, sans plainte, juste les faits. Plus je parlais, plus son expression se durcissait. Quand j'eus fini, il retira ses lunettes. « Et vous qui êtes parti? » « Oui. » Il soupira. « Vous qui êtes trop gentil. » Je haussai l'épaule. On me le dit souvent. Il ouvrit un tiroir, sortit un dossier. « J'ai encore vos documents ici. Attendez. » Il parcourut les papiers rapidement, puis tourna une feuille vers moi. « Regardez. Acte notari. Mon nom, propriétaire unique, aucune donation, aucune cession, aucun usufruit. Rien. » « Juridiquement, dit-il calmement, cette maison est entièrement à vous. Personne ne peut vous expulser. Personne. Même pas votre fille. Même pas votre gendre. Personne. » Ces mots eurent l'effet d'un coup de tonnerre. Pas parce que je ne le savais pas,
mais parce que quelqu'un d'officiel venait de le confirmer, noir sur blanc. Je n'étais pas faible, je n'étais pas dépendant, je n'étais pas de trop. J'étais le propriétaire. Point. S'ils restent dedans sans votre autorisation, poursuivit-il, ce sont eux qui sont en tort. En tort comment? Occupation illégale. Je laissai échapper un petit rire. L'ironie était délicieuse. Donc, techniquement, ce sont eux les squatteurs? Il esquissa un sourire. On pourrait le dire. Un silence. Puis il me regarda droit dans les yeux. Qu'est-ce que vous voulez faire? La question resta suspendue. Avant, j'aurais dit trouver un arrangement, discuter, ne pas faire d'histoire. Mais quelque chose avait changé, définitivement. Je ne veux pas récupérer la maison. Il leva un sourcil. Ah? Je croisai les mains, calme, très calme. Je veux la vendre. Silence. Même l'horloge sembla s'arrêter. La vendre, rapidement, précisa-t-il. Ses yeux s'illuminèrent lirement. Il comprenait. Vous qu'êtes sire? J'hochai la tête. Ils la veulent tellement qu'ils vont devoir apprendre à vivre sans. Un petit sourire apparut sur son visage, pas moqueur, respectueux. Dans ce cas, il faut aller vite. Mandat d'agence, estimation, diagnostic, signature. On peut boucler ça en quelques semaines si le prix est correct. Quelques semaines. Laurent parlait de me mettre sous tutelle. Moi, j'allais vendre le sol sous ses pieds. La vie a parfois un sens de l'humour magnifique. « Faites-le, dis-je. » Ma voix ne tremblait pas une seconde. « Et gardez ça discret. » Il referma le dossier. « Bien sûr. » Il me tendit un stylo. « Alors commençons. » Je pris le stylo. Le même geste que toute ma vie pour des factures, des assurances, des papiers ennuyeux. Sauf que cette fois, je ne signais pas une contrainte. Je signais ma revanche. L'encre glissa sur le papier. Simple, propre, irrévocable. Michel Renaud. En sortant du cabinet, l'air me sembla plus léger, plus vif. Je marchais plus droit, comme si j'avais rajeuni de 10 ans. Parce que maintenant, ce n'était plus eux qui décidaient, c'était moi. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'avais un plan, un vrai. Et quand Laurent ouvrirait la porte la prochaine fois, ce ne serait pas pour me faire sortir, ce serait pour lui annoncer combien de jours il lui restait. Les jours suivants prirent une drôle de texture, comme si je vivais 2 vies en parallèle. Le jour, j'étais un vieil homme discret dans une chambre d'iftelle minable. La nuit, j'élaborais un plan. Calme, méthodique, précis. Maître Delmas avait été efficace. Trop efficace, presque. 10 le lendemain, une agente immobilière m'appela. « Monsieur Renaud, on m'a parlé de votre maison. Très beau secteur. Ça peut partir vite ?» Sa voix était professionnelle, rapide, directe. Rien à voir avec mes hésitations habituelles. « Je veux que ce soit discret, » insistai-je. « Les occupants ne doivent rien savoir. » Elle marqua une pause. « Occupants ? » Ma famille. Petit silence, puis plus doux. Je comprends. Les agents immobiliers comprennent beaucoup de choses sans qu'on ait besoin d'expliquer. On fera les visites quand ils seront absents. Vous avez encore les clés? Je repensai au trousseau laissé sur la commode. Mon ventre se serra une seconde. Non. Pas grave. On peut faire un double chez un serrurier avec l'acte de propriété. Bien sûr. Légalement, j'étais chez moi. Je pouvais ouvrir ma propre porte. Cette idée me fit sourire. Ironique. Je devais m'introduire dans ma propre maison. 2 jours plus tard, je me retrouvai devant le portail. Même rue, même trottoir, même boîte aux lettres cabossée. Rien n'avait changé. Et pourtant, tout me semblait étranger. Mon cœur battait plus fort. Pas de tristesse, pas de nostalgie. De l'adrénaline, comme un cambrioleur, sauf que le cambrioleur
C'était eux, pas moi. L'agente, Claire, m'attendait dans sa petite voiture blanche. Dynamique, la quarantaine, regard vif. Elle me serra la main. « On fait vite. Vous que te sûr qu'ils travaillent tous aujourd'hui ?»« Oui, ma petite fille me prévient. » Elle hocha la tête. Professionnelle, efficace. Le serrurier arriva. 5 minutes. Un clic. Nouvelle clé. Simple. Je restai quelques secondes devant la porte. Cette porte. Combien de fois l'avais-je ouverte, les bras chargés de courses? Combien de fois l'avais-je claqué en retard au travail? Aujourd'hui, ma main tremblait lirement. Je tournai la clé. La serrure céda sans résistance. Et j'entrai. L'odeur me frappa immédiatement. Pas la mienne, leur parfum chimique, leur lessive, leur vie. Le salon me fit l'effet d'un coup de poing. Mon buffet avait disparu, remplacé par un meuble blanc moderne. Mes rideaux avaient été changés, mes photos retirées. Les murs semblaient nus, comme si je n'avais jamais existé. Claire murmura « On va prendre des photos, mesurer, estimer. » Je hochai la tête, mais je n'écoutais presque pas. Sur la table, il y avait les tasses de Laurent, ses clés, son ordinateur portable. Partout, lui, chez moi. Je sentis la colère monter, pas explosive, froide, dense, comme de la glace. Comment avait-il osé? Comment avait-il pu s'asseoir ici, à ma place, sans la moindre honte? Je montai à l'étage. Ma chambre, ou plutôt leur chambre maintenant. Mon lit avait disparu. Leur armoire à la place. Mais effectivement, aucune trace. Jeté, vendu, stocké quelque part comme des objets sans valeur. Je serrai les dents. « Monsieur Renaud ?» appela Claire. « La maison est en bon état. Franchement, elle peut partir vite, très vite. » Je redescendis. « Combien ?» Elle me donna un chiffre. Je restai silencieux. C'était plus que ce que j'imaginais, bien plus. Toute ma vie transformée en ombre. Et pourtant, je ne ressentais rien, ni attachement, ni regret, juste une certitude. Il n'en profiterait pas un centime. « On la met en vente, dis-je. Prix légèrement en dessous du marché pour accélérer ?» Je la regardai, puis hochai la tête. « Oui, je veux qu'elle parte vite, très vite, comme moi. » Elle sourit. « Alors ça va aller très vite. » Les jours suivants devinrent presque irréels. Messages codis avec l'IA. Ils sont sortis. Réunion ce soir. Maison vide jusqu'à 18h. Claire organisait les visites. Couple, famille, investisseurs. Des inconnus marchaient dans mon salon. Ouvraient mes placards. Mesuraient les murs. Comme si c'était déjà fini. Parfois, je restais dans la voiture, au bout de la rue, à regarder. Spectateur de ma propre vie en train d'être vendue. Et bizarrement, ça ne me faisait plus mal. Au contraire, chaque visite était une petite victoire. Chaque pas d'un acheteur potentiel rapprochait Laurent du vide. Une fois, on a failli se faire prendre. Une voiture noire s'est garée devant la maison plus tôt que prévu. Claire a blêmi. « Quelqu'un arrive. » Monsieur a bondi. « Laurent ? Probable. » On est sorti en vitesse. Porte refermée. Claire rendue. On a marché calmement jusqu'au coin de la rue. 2 minutes plus tard, sa voiture entrait dans l'allée. S'il y était arrivé plus tôt, il nous trouvait à l'intérieur. La situation aurait explosé. Mais non, pas encore. Pas avant que tout soit signé. Parce que je ne voulais pas une dispute. Je voulais quelque chose de bien plus fort. Un papier. Une signature. Une date légale, irrévocable, la vraie puissance. Et quand, 3 semaines plus tard, Claire m'appela avec une excitation à peine contenue, « Monsieur Renaud, on a une offre au prix !» Je restais immobile. Le monde sembla ralentir. « Content, pas de conditions, ils veulent signer vite !» Je fermais les yeux, respirais profondément. Zaïtait. Le moment. « On accepte, dis-je calmement. Ma voix ne tremblait pas, plus jamais.
parce que maintenant, le compte à rebours avait commencé. Et Laurent n'avait aucune idée que le sol sous ses pieds venait d'être vendu. Le jour de la signature arriva plus vite que je ne l'avais imaginé. Un mardi matin, gris, silencieux, comme n'importe quel autre. Et pourtant, pour moi, c'était le jour où tout basculait. Je m'étais rassis de prix, chemise propre, veste sombre, pas pour faire bonne impression, pour moi, pour me rappeler que je n'étais pas un homme qu'on jette sur un trottoir. Je suis arrivé chez Maître Delmas 10 minutes en avance. Comme toujours, vieille habitude d'ouvrier, ne jamais faire attendre. La salle d'attente sentait le papier et le café. 2 personnes étaient là. Un couple d'une 40aine d'années, calme, souriant. Ils feuilletaient des photos de la maison. Ma maison. Enfin, plus pour longtemps. La femme leva les yeux vers moi. « C'est vous le propriétaire ?» Je hochai la tête. « Oui. »« Elle est magnifique. On a eu un coup de cure. Magnifique. » Le mot me surprit. Laurent parlait de vieillerie. Voyait quelque chose de beau, drôle de justice. « Vous allez vous y plaire, » dis-je simplement. Et je le pensais vraiment, parce qu'ils la respecteraient, eux, pas comme des envahisseurs, comme des habitants. La porte du bureau s'ouvrit. « Monsieur Renaud, on peut y aller ?» Je m'assis à la grande table. Les papiers s'alignirent, diagnostic, actes, clauses, chiffres, tout y était propre, légal, implacable. Maître Delmas parlait, expliquait, tournait les pages. Sa voix me parvenait comme à travers de l'eau, parce que dans ma tête, je voyais autre chose. Laurent dans mon fauteuil, Laurent donnant des ordres, Laurent me tendant un carton. « Tu peux y aller maintenant. » Je sentis mes doigts se crisper, puis je me détendis. Pas de collier. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était plus simple que ça. Aujourd'hui, je gagnais. « Signez ici. » Je pris le stylo. Le même geste que l'autre fois, sauf que cette signature-là, c'était la fin officielle. Michel Renaud, propriétaire, puis ex-propriétaire. Un simple trait d'encre, et tout changeait. Le couple signa à son tour. Sourire, poignée de main, virement confirmé. Mon téléphone vibra presque aussitôt. Le montant s'afficha. Je restai figé quelques secondes. Pas pour l'argent, pour ce qu'il représentait. Ma liberté. Personne ne pourrait plus jamais me dire « Tu n'as nulle part où aller ». Maintenant, je pouvais aller partout. Maître Delmas referma le dossier. « C'est terminé. Terminé. » Le mot résonna doucement, comme une porte qui se ferme derrière une longue nuit. Je me levai, respirai profondément, puis je demandai « Vous pouvez imprimer une copie de l'acte de vente ?» Il me regarda, comprenant déjà. « Bien sûr. » Il me tendit le document quelques minutes plus tard, propre, officiel, tamponné, la date, les noms, la vérité. Je le pliai soigneusement, le glissai dans ma veste, contre mon cœur, comme une arme. Je n'avais prévenu personne, ni Camille, ni Laurent, ni personne. Je voulais voir leur visage, sans préparation, sans masque, la surprise pure. Quand je me garais devant la maison, le soleil était encore haut. Midi passé, parfait. Il devait déjeuner. J'apercevais des silhouettes derrière la fenêtre, des rires, la télévision, comme si de rien n'était, comme si ma disparition n'avait laissé aucun vide. Étrangement, ça ne me blessa pas. Ça confirma juste ce que je savais déjà. Je sortis de la voiture, pas pressé, pas nerveux. Chaque pas était calme, mesuré. Comme si j'allais à un rendez-vous banal. Je frappai. 3 coups, net. À l'intérieur, j'entendis la voix de Laurent. « J'ouvre !» La porte s'ouvrit brusquement. Il me vit, se figea. « Toi ?» Pas « bonjour », pas « ça va », juste « toi », comme un problème revenu trop tôt. « Bonjour, Laurent », dis-je tranquillement. Il bloqua l'entrée avec son corps. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je viens chez moi. » Il ricana. « C'est plus chez toi, ici. » Je souris légèrement.
Si, enfin, alité jusqu'à ce matin. Il fronça les sourcils. De quoi tu parles? Camille apparut derrière lui. Elle plie en me voyant. Papa? Je ne répondis pas. Je sortis le document. Le dépliai lentement, exprès, pour qu'il voie chaque geste, chaque seconde. Puis je le posai sur la table de l'entrée, entre nous. La maison est vendue, dis-je calmement. Silence. Total. Ma came la télévision semblait s'entretuer. Vendue? Répéta Camille. Laurent éclata d'un rire nerveux. Harte tes conneries! Je tapotai le papier. Acte signé chez le notaire. Ce matin. Nouveau propriétaire. Entrée dans 30 jours. Le mot frappa la pièce. 30 jours. Je vis son visage changer, lentement, comme si le sang quittait sa peau. C'est pas possible, balbutia-t-il. On vit ici. Plus pour longtemps. T'as pas le droit. Je le regardais droit dans les yeux, calme, plus calme que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. Si, j'en avais le droit, depuis le début. Il ouvrit la bouche, la referma. Aucune insulte ne sortit, aucune menace, parce qu'il comprenait. Tout était légal, propre, imparable. Camille murmura. « Papa, pourquoi ?» Je la regardais longtemps, sans colère, sans haine, juste fatigué. Parce qu'on ne jette pas quelqu'un de sa propre maison. Personne ne parla. Le silence était lourd, épais. Laurent recula d'un pas, comme si le sol venait de disparaître sous lui. Et pour la première fois, ce n'était pas moi qui avais l'air perdu. C'était lui. Laurent fixa le papier comme s'il allait se dissoudre sous ses yeux. Il le prit brusquement, le parcourut, une fois, 2 fois, ses lèvres bougeaient sans son, puis il leva la tête. « C'est une blague. Dis-moi que c'est une blague. » Je ne répondis pas. Je n'avais plus rien à expliquer. Tout était écrit, tamponné, daté, plus solide que n'importe quelle parole. « Tu peux pas faire ça, s'emporta-t-il soudain. On vit ici, on a nos affaires. Lia va au lycée à Seft. » Je haussai légèrement les épaules. Moi aussi, je vivais ici. Le silence tomba d'un coup. Il ouvrit la bouche, la referma, parce qu'il n'y avait rien à répondre à ça. Camille s'assit lentement sur une chaise, comme si ses jambes ne la portaient plus. « Papa, pourquoi tu nous as rien dit ?» Je la regardais, longtemps. Je cherchais la petite fille qui courait vers moi après le col. Je ne voyais qu'une adulte fatiguée qui avait laissé quelqu'un décider à sa place. « Vous ne m'avez rien dit non plus quand vous avez mis mes affaires dans des cartons ?» Ma voix était douce, presque calme. C'était pire que si j'avais crié. Laurent recommença à parler, plus fort, plus vite. « On peut s'arranger, t'es obligé d'annuler, on te rembourse, on te verse un loyer. » Annuler. Comme si une vente notariale était un abonnement Internet. Je laissai échapper un petit souffle. C'est signé. Alors, on reste quand même. Les nouveaux propriétaires peuvent vous expulser. Pas moi. Cette phrase fit l'effet d'une gifle. Pas moi. Plus moi. Je n'étais plus le méchant, plus celui qu'on pouvait manipuler. Maintenant, la loi était de mon quart. Et la loi ne discute pas. Laurent passa une main dans ses cheveux. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il avait l'air petit, vraiment petit. « Combien de temps ?» demanda Camille d'une voix blanche. « 30 jours. » Ses yeux se remplirent de larmes. Je crus que ça me ferait mal. Étrangement, non. Pas de joie non plus. Juste une sorte d'équilibre. Comme si la balance se remettait enfin droite. « Je voulais pas en arriver là, » dis-je doucement. « Je voulais juste rester tranquille chez moi. » Personne ne répondit. Parce qu'au fond, il savait. Je récupérai le papier, le repliai soigneusement. Les nouveaux propriétaires passeront sûrement bientôt pour organiser la suite.
Puis je me dirigeai vers la porte. Laurent ne me bloqua pas cette fois. Il s'écarta, instinctivement. Comme on se carte devant quelqu'un qu'on ne contrôle plus. Ma main se posa sur la poigne. Je me retournai une dernière fois. Cette maison, mon ancienne vie. Tout paraissait plus petit maintenant. Au revoir, Camille. Elle murmura. Pardon. Je hochai la tête. Mais je ne revins pas. Parce que certains mots arrivent trop tard. Et trop tard, c'est pareil que jamais. Je sortis. La porte se referma derrière moi. Pas claquée. Juste fermée. Définitive. 30 jours passent plus vite qu'on ne le croit. Surtout quand on n'attend plus rien. Je quittai l'hôtel. Je louai un petit appartement au rez-de-chaussée, pas loin du centre. Rien d'extraordinaire, mais propre, calme, à moi. La première nuit, j'ai dormi comme une pierre. Pas de voisins qui toussent, pas d'odeur de javel, juste le silence. Mon silence. Parfois, l'IA venait m'aider à monter des meubles. Une table, 2 chaises, un canapé d'occasion. On riait en lisant les notices. Des choses simples, normales, vivantes. Puis, un matin, elle m'envoya un message. « Il déménage aujourd'hui. » Je restai longtemps à regarder l'écran, puis, sans trop savoir pourquoi, je pris ma veste et je marchai jusqu'à l'ancienne rue. De loin, je vis le camion, les cartons, les allers-retours. Laurent portait des meubles, rouges, tendus, furieux. Comme moi, un mois plus tôt. Les mêmes gestes, les mêmes boîtes, la même précipitation, sauf que cette fois, ce n'était pas moi sur le trottoir. C'était lui. La vie a parfois un sens de la symétrie cruelle. Camille me vit. Elle hésita, puis leva la main. Petit signe, triste, fatigué. Je répondis, simplement, sans colère, sans triomphe, parce que je n'avais rien gagné contre eux. J'avais juste récupéré moi-même, et c'était suffisant. Je repartis avant qu'ils ne s'approchent. Pas besoin de mots. Tout avait déjà été dit. Le soir, je me suis assis sur le balcon de mon nouvel appartement. Un petit balcon ridicule, 2 mètres carrés à peine. Mais il donnait sur des arbres. Le soleil tombait doucement. J'avais posé 2 verres sur la table, par habitude. Puis j'en retirai un avec un sourire. Je versai un peu de vin, respirai. L'air sentait le printemps, pas la peinture, pas le renfermé, la liberté. Mon téléphone vibra, un message de Léa. « T'es bien installé, papy ?» Je tapais « Oui, très bien. » Puis j'ajoutais « Je suis chez moi. » Je reposai le téléphone. Je bus une gorgée, et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais ni expulsé, ni abandonné, ni vieux, juste à ma place. Et parfois, c'est tout ce dont un homme a besoin.